Dans votre smartphone, il y a peut-être un morceau du sous-sol congolais. Cobalt, coltan, tantal, les trésors enfouis du pays sont nombreux. Pourtant, celui-ci reste marqué par la corruption, l'extrême pauvreté et les conflits meurtriers. Alors, simple coïncidence ou malédiction des ressources, on en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux minerais stratégiques au cœur du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces ressources aiguisent tous les appétits. Des groupes armés aux gouvernements locaux et étrangers en passant par des multinationales bien de chez nous comme Glencore, au final, c'est la population qui en paie le prix fort. J'en parle avec Dismas Kitenge Senga, bonjour. Bonjour. Tu es militant des droits humains et président du groupe Lotus, une organisation engagée depuis plus de 30 ans dans la défense des libertés fondamentales en RDC. Tu es de passage à Genève à l'occasion du FIFDH, le Festival et Forum international sur les droits humains. J'aimerais commencer dans le vif du sujet en parlant un peu de toi. D'où vient cette détermination à mener ce combat difficile pour les droits humains en RDC ? Il y a des éléments qui forment ma motivation. La première, c'est la souffrance et la misère dans lequel se trouvent les populations congolaises. Ensuite, c'est mon engagement chrétien qui m'ont poussé à m'engager davantage pour défendre le droit de peuples démunis, les droits des opprimés et à leur donner la voix d'être entendus sur la place publique nationale et internationale. Voilà pourquoi, à plus de 34 ans, je suis engagé fortement à défendre le droit de ces personnes-là et à les aider à trouver justice, mais aussi dans un contexte d'une société démocratique respectueuse des droits de tous et toutes. Récemment, j'ai vu une vidéo de ton intervention au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève en septembre. Tu avais un message fort, je cite, « Ce n'est pas le moment d'abandonner les droits humains en République démocratique du Congo ». Quelle est la situation de ton pays aujourd'hui ? La situation des droits humains, ou généralement de la gouvernance démocratique, est marquée par la persistance et l'aggravation du conflit armé à l'Est. Ce conflit armé qui est aujourd'hui le fait de l'agression du pays par son voisin, le Rwanda qui a envahi le pays par ses troupes, et aussi à l'ouest du pays qui est sous contrôle du gouvernement par les déficits démocratiques, par les violations de droits humains, qui essayent de créer un climat d'instabilité pour les institutions et aussi un climat où il y a plusieurs revendications en termes de justice pour les victimes et aussi en termes de réparation pour toutes ces personnes qui souffrent à la fois à l'est de ces atrocités de la guerre, mais aussi à l'ouest de cette absence de protection efficace des droits humains. C'est ça la situation de la RDC. Et dans tout cela, que ce soit à l'Est où la population souffre le plus de problèmes de guerre, que ce soit à l'Ouest contrôlé par les gouvernements où nous avons des problèmes de violation flagrante de droits humains, un problème de la pauvreté. Dans tous les cas de figure, ce sont les populations congolaises aujourd'hui qui sont prises un peu en étau et qui souffrent terriblement de cette situation qui appelle en tout cas une intervention des uns et des autres et aussi une intervention de la communauté internationale pour que la paix revienne et le respect des droits humains triomphe. Et quelles sont les causes principales de ce conflit ? Les causes, il y a des causes internes et des causes externes. Les causes externes, c'est l'agression du pays par le Rwanda et le conflit armé, la guerre qui se passe à l'Est. Mais des causes internes, c'est aussi c'est cette difficulté d'avoir une armée capable de défendre les populations et tous les services de sécurité qui respectent les droits humains. Donc, en interne, il se pose un problème de l'efficacité de l'État à protéger ces personnes contre les évasions extérieures, mais contre aussi la maltraitance. Parlons également du facteur des ressources naturelles. Aujourd'hui, des minerais de sang atterrissent illégalement sur le marché mondial. Selon l'ONU, on parle de coltan, de cobalt ou de tantal.
des minerais qui sont nécessaires à l'économie numérique et aux énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut dire que notre transition énergétique repose en partie sur une économie de guerre ? Oui, l'économie qui se développe depuis de nombreuses années en République démocratique du Congo, c'est une économie basée sur l'exploitation minière, sur le trafic aussi de minerais. C'est-à-dire, il y a d'un côté l'exploitation légale, mais qui ne profite pas aux populations, puisque c'est caractérisé par la corruption, et c'est caractérisé aussi par l'exploitation de cette même population qui contribue à la production de ces matières premières qui sont ensuite commercialisées d'une manière qui n'est non équitable et qui atterrissent ici ces minerais en Europe et qui sont à la base du développement de nouvelles technologies. Mais en réalité, les populations congolaises n'en profitent pas. Ça, c'est un circuit légal. Et le circuit légal est caractérisé par la corruption, l'absence de transparence, comme je venais de dire, et de violation de droits humains des travailleurs qui sont impliqués dans l'exploitation. Mais de l'autre côté, nous avons aussi ce qu'on appelle l'exploitation illégale. L'exploitation illégale qui se passe aussi bien dans les zones en paix que dans les zones en conflit. Et dans les zones en conflit encore, c'est pire. C'est pire pourquoi? Puisque tous les groupes armés, y compris même l'armée nationale, certains officiers sont impliqués dans l'exploitation de ces minéraux-là. Et quand ces minéraux-là sont produits, les circuits par lesquels, surtout dans les zones de conflit, passent ces minéraux, ce sont des circuits qui ne sont pas facilement retraçables. Ce sont des circuits qui échappent à tout contrôle, mais qui arrivent parfois même à des États, et les États voisins, en l'occurrence le Rwanda par exemple, qui ne produit pas ces matières, qui n'en a pas dans son sol, mais qui les commercialise sur le plan international. Aujourd'hui, le Rwanda est considéré par le fait qu'il prend ces matières d'une façon frauduleuse à travers la guerre qu'il a imposée en RDC sur le territoire qu'il contrôle par la force armée du fait qu'il occupe. Et il arrive à prendre ces matières et à les commercialiser sur le plan international. Nous avons aussi l'autre État voisin de la RDC, l'Ouganda, qui fait pareil pour l'or. Par exemple, l'Ouganda n'a pas l'or sur son sol, mais à partir du fait qu'il est présent au Congo, même si il est officiellement invité par le gouvernement de la RDC, mais il en profite pour exploiter l'or et il commercialise l'or à partir de son pays à l'extérieur, donc à la communauté internationale, sur le marché international. Donc voilà des cas de trafic illégal, mais qui se développent et qui, malheureusement, ces trafics illégaux connus de beaucoup de pays du monde sont tolérés. Et sont tolérés et les matières que ces pays-là, pour utiliser un terme beaucoup plus simple, ces matières qui sont volées, qui sont pillées en République démocratique du Congo, mais sont vendues et acceptées par le reste du monde, par les pays qui les exploitent et qui, en le faisant, participent aussi aux violations de droits humains. Et la présence de ces minerais, donc, participe à attiser les conflits sur le territoire aussi. Effectivement, puisque au niveau national, les matières premières que les groupes armés exploitent, ou que ce soit les gouvernements, les aident à avoir aussi les armes. Les armes pour continuer la guerre, à avoir aussi l'argent pour payer les troupes qu'ils sont en train de recruter. Et pour les cas d'espèce de la RDC et dans la partie Est actuellement, toutes les parties au conflit procèdent au recrutement des hommes. Donc malgré tout ce qu'on entend, les accords de paix, mais sur le terrain, il y a les renforcements des dispositifs militaires qui passent aussi par le recrutement des hommes. Et ces hommes sont payés. Et comment sont-ils payés? Les hommes de troupes sont payés par les revenus générés par l'exploitation illégale de ressources, donc sur le terrain. Et ces ressources sont envoyés, commercialisés via le Rwanda, via l'Ouganda, via d'autres pays. Mais il n'y a pas que ces pays, il y a aussi les réseaux mafieux. Il y a des multinationales qui sont aussi derrière ces réseaux mafieux pour les financer afin qu'elles accèdent, ces multinationales, aux matières premières dont elles ont besoin. Donc c'est un circuit à la fois
formelle lorsque ces entreprises, ces multinationales ont des accords avec l'État, alors que l'État ne rend pas ces accords transparents pour que les populations les suivent, sachent combien ces multinationales payent à l'État, c'est que l'État fait des recettes qu'il obtient de ces multinationales. Donc le circuit n'est pas clair et au finish, ce qu'on voit, c'est la pauvreté des populations qui s'accélère, qui grandit, malgré la présence des multinationales qui apportent des milliards de dollars, mais ces milliards de dollars ou d'euros ne profitent pas aux populations pour essayer de lutter contre la pauvreté. C'est toujours la population qui paie. La population paie d'abord en participant à l'exploitation, et en participant à l'exploitation, leurs droits comme des travailleurs sont violés puisqu'ils n'ont pas un salaire qui leur permette de mener une vie digne. Il y a des salaires de misère qui sont donnés à la fois par les entreprises, à la fois tolérés aussi par l'État et tolérés par ces multinationales qui devraient jouer pour que les ouvriers, les exploitants, ceux qui sont dans les entreprises là, puissent bénéficier des salaires dignes, des salaires qui leur permettent de vivre dignement, alors que ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Et deuxièmement, quand l'État le fait, l'État lui-même ne fait pas un effort pour que le revenu qu'il obtienne puisse aider à développer les niveaux de vie des populations. Donc, c'est ce qui pousse les uns dans la République démocratique du Congo de dire que aujourd'hui, nos richesses, nos minéraux que nous avons, au lieu de constituer une bénédiction pour le pays, ça constitue une malédiction. C'est-à-dire, c'est source de nos malheurs. Source de nos malheurs parce que il y a des États, il y a des groupes armés qui viennent par la force nous arracher ces matières-là. Après nous avoir arraché ces matières, ils tuent nos populations. Puisqu'en le faisant, en imposant une guerre pour accéder aux ressources, cette guerre a comme conséquence, il y a des pertes de vies humaines. Ensuite, autre conséquence, c'est que la dégradation de la situation sécuritaire. La dégradation de la situation sécuritaire a comme aussi corollaire le sous-développement des populations. Aujourd'hui, dans ces zones à conflit où on exploite largement les matières premières, ce sont devenues des zones de non-droit, des zones non accessibles, pour permettre, par exemple, à nous, les défenseurs des droits humains, de pouvoir faire le monitoring de ce qui se passe. On n'a pas accès, puisque nos vies sont en danger quand il faut enquêter sur ces violations de droits humains. Beaucoup de nos collègues dans ces zones ont laissé leur vie. Il y en a qui ont été tués. D'autres ont été contraints de quitter ces zones-là puisque leur vie était en danger. Donc, ce sont des violations massives de droits humains, mais qui en réalité profitent à tous ceux qui font les affaires. Et en profitant de cette situation, ils ne veulent pas que cette guerre prenne fin. Alors que le conflit, en réalité, si l'État avait le moyen de le faire, et si les entreprises intervenaient dans un cadre légal, transparent, qui permettent à savoir combien ils investissent, qu'est-ce qu'ils font, et que dans les zones de conflit, on ne peut pas prendre ces matières premières, le commercialiser de n'importe quelle manière, ça aurait été mieux de respecter les droits des populations et de permettre aussi à l'État ou à l'État concerné, par exemple pour le cas de la République démocratique du Congo, d'être un État stable. Si l'épisode vous plaît jusque-là, partagez-le autour de vous et abonnez-vous. C'est la meilleure façon de soutenir le podcast. Tu es venu parler de ces enjeux à ce micro, mais aussi au FIFDH, à une table ronde dans le cadre de la projection du documentaire Le sang et la boue, réalisé par Jean-Gabriel Leno. Un extrait filmé dans une classe d'école m'a particulièrement interpellé. On regarde un extrait. Alors, parlons maintenant à propos de quelques matières de notre pays. Ici, au Congo, nous exploitons beaucoup de choses, mais ceux qui profitent les matières de notre pays, ce sont les pays étrangers. Comme quoi? Sont des vieux. Sont des blancs. Sont des Belges. Sont des Belges seulement. Sont des Américains. Sont des Américains. Écoutez. Les Rwandais. Les Rwandais, chaud bravo. Des chaud bravo. Les Rwandais.
Étant petit à l'école, est-ce que tu as aussi appris ça? Oui, on m'a appris et j'ai répété que le Congo était un scandale géologique. C'est ce que m'apprenait déjà à l'école primaire mon maître, mon enseignant. Il disait, les scandales géologiques, c'est-à-dire on peut trouver tous les minéraux qui existent au monde au Congo. On nous a appris ça. Mais en grandissant, on pensait que tous ces minéraux-là allaient nous profiter. Et moi-même qui vous parle, j'ai aussi une expérience puisque lors de mes études universitaires, 93-94, sous le régime de Mobutu, on avait fermé les universités. Et moi, je suis natif de Kisangani. C'est là que j'ai commencé une partie de mes études. Au moment où l'université était fermée, puisque considérée comme un foyer de soulèvement populaire, je suis allé faire mon expérience aussi dans une carrière d'exploitation minière artisanale. C'était à une centaine de kilomètres de la ville de Kisangani, où j'ai creusé les diamants. J'ai fait l'expérience de rechercher, d'être un creuseur de minerais. Et je connais comment la souffrance pour trouver le minerai, mais aussi cette zone de non-droit dont je parlais ici, dans les carrières minières. C'est-à-dire, il y a un patron, mais qui emploie des gens pour creuser à sa faveur. Et lorsque vous attrapez du diamant, vous êtes contraint de vendre au prix que lui vous impose. Puisque tous ceux qui viennent d'ailleurs doivent passer par les propriétaires de la carrière minière qui fixent le prix. Et là, en vous fixant le prix, ils vous donnent un prix bas. Et quand vous vendez, donc vous ne gagnez pas assez. Donc j'étais un creuseur de diamants et j'ai vendu un peu aussi des diamants. Puisqu'après avoir creusé à un moment donné, j'ai pu trouver un peu de ressources et je commençais à acheter, à être un négociant. Donc, je partais acheter du diamant à la carrière et je venais vendre à Kisangani auprès de comptoirs de ceux qui étaient là et la plupart étaient des étrangers qui détenaient, mais en réalité qui utilisaient l'argent du régime de Mobutu. Donc, les hommes politiques et les hommes d'affaires qui avaient des liens avec le régime donnaient de l'argent aux Libanais. Donc, les Libanais qui étaient là créaient des comptoirs d'achat de diamants. Il y en a jusqu'à présent dans la ville de Kisangani. Et eux venaient acheter les diamants et le revendre sur le plan international et remettre l'argent avec des bénéfices générés auprès des hommes politiques de l'époque. Et malheureusement, cette pratique continue jusqu'aujourd'hui. Au Congo, la plupart de comptoirs d'achat de matières premières, que ce soit de l'or, que ce soit des diamants, que ce soit aussi même des coltans, certains des étrangers qui sont là ne sont que des facilitateurs. Mais les vrais détenteurs qui financent ces étrangers pour acheter, puisqu'ils ne veulent pas apparaître, ils ont créé des sociétés écrans, mais derrière ceux qui sont en apparence, il y a les vrais détenteurs qui sont des hommes politiques congolais, il y a des généraux, il y a des hommes d'affaires congolais qui ne veulent pas apparaître, mais c'est eux qui financent. Alors, quand vous vous attaquez à ces étrangers-là, que ce soit au niveau de la revendication de droits des travailleurs ou au niveau de l'exploitation des travailleurs, vous rencontrez donc les hommes forts qui sont là, qui les protègent, et c'est une sorte d'impunité qu'ils sont en train d'instituer à travers ces étrangers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une autre pratique. Il y a plus de 20 ans, 30 ans, c'était ces Libanais. Aujourd'hui, on a amené beaucoup de Chinois, et la plupart des Chinois sont bien protégés. Moi, je viens de cette zone où il y a cette exploitation aujourd'hui de l'or, et vous voyez les Chinois qui entrent dans les brousses de Kisangani, dans les environs d'une centaine de kilomètres, mais qui sont gardés par l'armée, par des militaires congolais, par des policiers congolais, qui vont assurer leur sécurité dans les lieux où ils exploitent l'or ou les diamants. Et ça s'est fait au vu et au su des autorités congolaises. Pourquoi? Puisque les autorités congolaises utilisent ces Chinois-là. Donc, quand nous avons parlé de Chinois, il y a aussi même des Occidentaux, des Américains. Et ce qui risque de se produire
dans les jours à venir, aujourd'hui, avec le retour des États-Unis à travers cet accord de paix signé à Washington. Justement, je voulais en parler. C'était en juin 2025. La RDC a signé un accord de paix avec le Rwanda. Le traité a été supervisé par Donald Trump et signé à Washington. Quel regard tu portes sur cet accord? Il faut d'abord dire comment nous sommes arrivés à cet accord. C'est les autorités congolaises qui sont allées voir l'administration américaine pour leur proposer de soutenir le processus de paix en échange de minerais. Donc, c'est comme ça que cet accord est parti, sur modèle de l'accord que voulait proposer au début Zelensky dans le cadre de la résolution du processus de paix en Ukraine. Mais là, ça n'a pas marché, mais en RDC, ça a marché. Alors, c'est ce qui a poussé l'administration Trump de s'intéresser à la crise congolaise en proposant cet accord-là. Et l'accord a été entériné le 4 décembre par le président Paul Kagame du Rwanda et le président congolais. Donc, pour beaucoup de Congolais, et les Congolais moyens et surtout les populations de l'Est ont salué cet accord. Pourquoi? Puisque les populations en ont marre des guerres et des différentes guerres que nous avons connues. Plus de 30 ans que le Congo souffre de ces guerres à l'Est et qui ont appauvri la population. Alors, en ayant cet accord, la population a pensé que juste après la signature solennelle qui était faite à Washington au niveau de 2 présidents, que sur le terrain, les combats vont cesser. Et que si le cessez-le-feu sera respecté. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a aussi un problème que beaucoup de Congolais évoquent, et même nous de la société civile. C'est une sorte de déséquilibre dans cet accord. Donc, l'accord a un aspect de la paix, mais l'accord a un aspect aussi de coopération économique. Ça veut dire les Américains ne le font pas pour rien. Ils vont donc investir beaucoup d'argent. On a entendu parler de 9 milliards de dollars qui seront injectés dans la région avec l'arrivée des entreprises américaines qui vont exploiter encore le minerai congolais. Et là, le processus ne nous paraît pas transparent. Et ce qui est encore, qui prouve un déséquilibre, c'est que dans cette coopération économique, le Rwanda en fera partie aussi. C'est que le Rwanda pourrait bénéficier de minerais de la RDC de 2 manières. D'abord, il en bénéficie maintenant par le fait de l'imposition de la guerre à la RDC par le pillage de ses ressources, mais aussi ensuite, si la guerre s'arrête et que cet accord se met en place, le Rwanda est aussi parti, va bénéficier de financements américains. Donc, sera aussi une des parties à la coopération qui est imposée par cet accord entre la RDC et le Rwanda, sous médiation des Américains. Donc, la plupart des populations congolaises estiment que c'est l'accord, dans son aspect de coopération économique, vient consacrer une sorte de prime à l'agression rwandaise. Un autre aspect aussi qui ne paraît pas encore clair, c'est que d'un côté, nous avons cet accord de paix qui a du mal à se mettre en place puisque le cessez-le-feu n'est pas respecté par toutes les parties. Vous avez entendu parler de drones. Moi, je viens d'une ville qui aujourd'hui constitue la base arrière de l'armée congolaise. De ma ville de Kisangani, les drones sont en train de partir vers l'est. Les avions vont à l'est pour faire le bombardement. Mais aussi, il y a des réactions de l'armée rwandaise et du mouvement rebelle qui répliquent à Kisangani, et les drones étaient écrasés à Kisangani grâce aussi à ces mercenaires. Donc on parle paix avec sous l'égide des Américains, mais de l'autre côté, mais il y a aussi l'arrivée de ce que nous on appelle un peu comme les mercenaires américains, c'est-à-dire cette société privée de sécurité américaine pilotée par monsieur Eric Prince, qui est constitué en grande partie de réservistes ou des anciens soldats américains
qui sont présents déjà à l'est du Congo, aux côtés de l'armée congolaise pour l'aider à combattre l'armée rwandaise et les rebelles du M23. Alors, cette approche américaine nous semble un peu paradoxale. D'un côté, il y a la paix. De l'autre côté, on accepte. Donc, le gouvernement américain lâche la société privée d'Eric pour aller faire la guerre. Donc, on parle paix, on fait aussi la guerre et on parle aussi business. Alors, toute cette trilogie, paix, guerre, business, nous paraît un peu flou à concilier. Le cessez-le-feu donc n'est pas encore tout à fait là, mais toi tu continues à voyager et à militer pour les droits humains. Qu'est-ce qui te donne encore de l'espoir à poursuivre ton combat? C'est que la société civile congolaise est très engagée à faire entendre le voix des victimes. Et nous devons le faire entendre partout où il y a possibilité d'avoir des décisions, des résolutions qui vont dans le sens de respect des droits humains et dans le sens de l'instauration de la paix. C'est pour cela que nous pensons qu'ici à Genève, il y a le siège du Conseil des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme a mis en place certains mécanismes pour suivre la situation des droits humains. Au cours de cette session, la situation des droits humains sera examinée et le Conseil aboutira à une résolution pour noter s'il y a des progrès ou s'il y a la commission. Et aussi, ce qui est très important, qui nous amène par exemple ici à Genève, c'est la mise en place de la commission d'enquête. La commission d'enquête a été mise en place. Il lui manque un peu de moyens pour faire son travail. Pourquoi nous avons confiance? Puisqu'il faut lutter contre l'impunité. Il faut que cette commission, il y a eu la première commission qui a fait un état des lieux, a identifié les graves violations aux droits humains du droit international humanitaire qui ont été commises. Maintenant, il faut identifier les auteurs. Il faut identifier les auteurs et leurs complices de toutes les parties au conflit. On ne parle pas que du Rwanda, du M23, même du côté de la RDC, puisque nous sommes dans un conflit armé, toutes les parties commettent des violations aux droits humains. Même si elles ne sont pas de même niveau, mais c'est cette commission qui va établir les responsabilités et qui va proposer le mécanisme de poursuite en justice. Et ce serait des mécanismes au niveau de la justice nationale ou au niveau de la justice internationalisée. Si c'est pas justice internationale, mais internationalisée, c'est-à-dire un mécanisme qui essaie de concilier l'aspect de justice nationale et l'aspect de justice internationale. Et nous, comme société civile, nous avons des propositions là-dessus. C'est pour cela que je suis venu pour faire ce plaidoyer-là, que les crimes commis au Congo ne peuvent pas rester impunis. Ce sont des crimes qui valent au même titre que ceux qui ont été commis au Rwanda, ceux qui ont été commis en ex-Yougoslavie, qui ont conduit à la mise en place des tribunaux internationaux. Pourquoi pour les cas de la RDC, on ne fait pas le même effort? C'est que la communauté internationale ne peut pas appliquer le double standard. Un standard pour les autres pays et un autre standard pour la RDC où on ignore carrément les crimes qui sont commis, on ignore aussi les victimes. En essayant de les ignorer, on contribue à la continuation de la crise au Congo. Puisque les climats de laisser pour compte pour les victimes risque d'entretenir un climat de vengeance qui va permettre aussi que demain on puisse encore revivre la même situation, puisque nous avons des cas graves qui doivent interpeller tout le monde. Quelqu'un comme Thomas Lubanga qui a été condamné par la Cour pénale internationale pendant 14 ans, qui a purgé sa peine, mais lorsqu'il a été libéré, il est rentré au pays, il a encore repris tout de suite les armes. Il a constitué un groupe armé qui est en train de combattre l'armée nationale et de commettre encore les crimes. Donc voilà, ça c'est un défi à la justice internationale. Alors il faut mettre fin à ce mécanisme-là d'impunité. Et alors pour y mettre fin, il faut que la communauté internationale pousse les autorités congolaises. Mais ce n'est pas qu'un problème du Congo, mais c'est aussi un problème au niveau de l'échelle sous-régionale et régionale, qui doivent interpeller les Africains que nous sommes. Qu'est-ce qui se passe? Puisque aujourd'hui, et je l'ai dit encore hier, pourquoi nous avons cette crise à répétition dans la région?
l'absence de démocratie dans nos pays. Ces pays qui sont en crise, aujourd'hui au Congo, nous avons des problèmes de démocratie. Au Rwanda, il n'y en a pas. On sait comment le Rwanda fonctionne. Au Burundi, même chose. Dans l'Afrique centrale et la plupart des pays qui entourent la République démocratique du Congo souffrent de manque d'insuffisance ou de déficit de démocratie. Ça, c'est un problème très important qu'il faut régler si on veut la paix. Deuxièmement, c'est l'absence de justice, d'état de droit dans ces pays-là. Les victimes sont abandonnées et les auteurs ne sont pas sanctionnés. Ils se retrouvent encore dans les institutions et c'est le cas de figure de la RDC, c'est le cas de figure du Rwanda. Donc les auteurs, même si aujourd'hui les trésors américains sanctionnent, mais ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir au Rwanda. Si au niveau interne, il n'y a pas de mécanisme qui permettent à la fois à la population de sanctionner à travers la démocratie ceux qui sont à la base de violations des droits humains. Si la justice interne ne fonctionne pas, au moins que la justice internationale ou africaine puisse sanctionner ces personnes-là pour éviter l'impunité, pour éviter les sentiments de frustration, de déception ou de laisser pour compte de victimes. Troisième niveau, évidemment, c'est la coopération économique. Lorsqu'on veut lutter contre la pauvreté, lorsqu'on veut que les richesses de ces pays-là profitent aux populations, il faut mettre les règles en place, le respecter. Ces règles ne doivent pas être respectées que par les États concernés, mais aussi par tous les intervenants extérieurs, que ce soit le multinational, que ce soit les États qui interviennent, qui ne voient pas que leurs intérêts. Ils voient aussi les intérêts des peuples qui sont les propriétaires de ces richesses-là. Et ensuite, le dernier niveau, c'est le niveau de la communauté internationale qui devrait appliquer le droit international partout de la même manière. Et c'est ça qui peut permettre à ce que ces graves conflits qui se passent en RDC puissent trouver une solution. On suivra bien sûr de près ton travail, votre travail au groupe Lotus. Merci beaucoup Dismas Kitenge d'être venu au micro de Mon Œil. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous pour votre écoute. Le lien vers le documentaire Le sang et la boue est en description d'épisode. Comme d'habitude, si ça vous a intéressé, partagez l'épisode autour de vous. C'était Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon Œil, le podcast engagé de Public Eye.